Décibel, d'histoire, la série musique et histoire, histoire et musique, de Chandaille et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Au sommaire de ce numéro de Décibels Histoire, un millionnaire hollandais, un super vagabond, une paire de seins tatoués, une théorie conspirationniste fumeuse, un piano sous la neige et une crise. Mais quelle crise ? Cet entrefilet culturel vous est présenté par Thierry Asdar, bibliothécaire expert des musiques modernes et populaires américaines du XXe siècle. La plupart du temps, les groupes de rock débutent leur parcours de la même façon, avec une bande d'amis qui se rencontrent dans la rue, leur quartier, au collège, au lycée ou sur un campus d'université. C'est assez commun et aussi logique d'une certaine façon. Pourtant, la formation du groupe anglais Supertramp échappe totalement à ce schéma classique. Ce n'est pas l'unique bizarrerie ou originalité dans la biographie de ce groupe et cela mérite bien un podcast. L'histoire de Supertramp débute à la fin des années 60, lorsque le musicien anglais Rick Davies rencontre le millionnaire hollandais Stanley August Messages, surnommé Sam. Rick Davies, âgé de 25 ans, est alors batteur dans le groupe Joint, installé à Munich en Allemagne. Lorsque Joint se sépare en 1969, Sam propose à Rick Davies de former un nouveau groupe. Le premier a l'argent, le second a le talent. Sam s'engage à tout financer. Dans la foulée, Rick Davies publie une annonce dans le célèbre journal musical anglais Melody Maker afin de recruter des musiciens. Lorsque cette annonce est publiée, le musicien Roger Hodgson joue dans le groupe Argosy avec un certain Elton John. Même si un premier single est publié par le groupe cette année 1969, Roger Hodgson juge que Argosy n'a pas d'avenir. Encouragé par sa mère, il décide de répondre à cette annonce. Il rencontre Rick Davies dans un bar autour d'une bière. Le courant passe entre les deux musiciens malgré leur différence de classe sociale. Rick Davies est un pur produit des classes ouvrières, quand Roger Hodgson bénéficie d'une éducation plus soutenue. Mais ces différences ne pèsent pas lourd face à leur amour commun de la musique. Ils décident donc de fonder un groupe ensemble, sous le nom Daddy. De son côté, Elton John entame une carrière en solo. Le musicien Richard Palmer James intègre lui aussi Daddy. C'est lui qui suggère aux deux autres de renommer le groupe Supertramp, Super Clochard ou Super Vagabond en français. Il tire cette idée du titre d'un livre de l'auteur gallois William Henry Davies appelé Autobiography of a Supertramp, autobiographie d'un super vagabond ou autobiographie d'un super clochard. C'est enfin Robert Millar qui vient compléter le groupe. Au mois de juin 1970, Supertramp décroche un contrat avec A&M Records et produit son premier album. Le disque, sobrement intitulé Supertramp, est paré d'un très beau visuel, un visage se dessinant dans une rose ouverte. Il paraît le 14 juillet 1970. Le groupe y développe un rock progressif mélodique, axé sur les claviers, teinté de rhythm and blues. Malgré toutes ces qualités, ce premier album de Supertramp passe totalement inaperçu. Le premier concert remarquable du groupe a lieu le jeudi 27 août 1970 lors du festival de l'île de Wight en Angleterre. Suite à cet échec commercial, Robert Palmer James quitte le groupe au mois de décembre 1970 pour aller travailler avec King Crimson, un autre groupe de rock progressif anglais. Il est imité par Robert Millar au mois de janvier 1971. C'est avec les nouveaux musiciens Frank Farrell, Kevin Curry et Dave Winthrop que Rick Davies et Roger Hodgson s'attaquent à l'écriture de l'album suivant, Indelibly Stamped. L'enregistrement de ce disque se déroule entre le mois de mars et le mois de mai 1971. Il est publié au mois de juin 1971. Là encore, le visuel est percutant. Il représente le torse nu et tatoué d'une femme. Les seins tatoués que l'on y voit sont ceux de la modèle Mariam Ollier, payée 45 livres, soit environ 50 € pour cette séance photo. L'équivalent, plus ou moins, de 350 € en 2025. Ce visuel est présenté en couleur dans sa version vinyle, puis en noir et blanc pour le format CD. Aux États-Unis, il est censuré. Les tétons de Mariam Ollier sont recouverts par l'inscription en lettres capitales du titre de l'album.
Là encore, malgré toutes ses qualités, ce disque fait un flop total. C'est à nouveau la débandade chez Supertramp. Seuls restent Rick Davies et Roger Hodgson. Pire encore, au mois d'octobre 1972, le mécène, Sam, décide de retirer ses billes de l'affaire. Beau joueur, il part en épongeant toutes les dettes du groupe, environ 100 000 livres, soit 115 000 € en 1972, ce qui représente presque 850 000 € aujourd'hui. Grand seigneur jusqu'au bout, Sam laisse également tous les instruments et le matériel à Rick Davies et Roger Hodgson, qui décident de continuer Supertramp. Bibliothécaire, spécialiste en rien, Ou presque. intéressé partout. Plus ou moins. Chandail et Chignon, le podcast vraiment très intéressant. Hallucinant. C'est possible ça? Pour Rick Davies et Roger Hodgson, la première chose à faire est de recruter les meilleurs musiciens possibles. C'est chose faite dès 1973, avec l'arrivée dans le groupe de John Anthony Helliwell, Dougie Thompson et Bob Siebenberg. A&M Records offre une seconde chance à Supertramp. La maison de disques continue de verser un modeste salaire aux musiciens et paye le loyer d'une grande ferme où le groupe vit en communauté. C'est là que les musiciens préparent et enregistrent le 3e album, Crime of the Century. Le disque paraît au mois de septembre 1974 et obtient de beaux résultats en Angleterre, notamment grâce au succès des singles Dreamer, Bloody Well Right et School. Supertramp commence aussi à faire timidement parler de lui aux États-Unis, mais reste globalement ignoré partout ailleurs. Supertramp donne son premier concert en France en 1975, après la sortie de ce disque. Le concert a lieu à Paris, dans la salle du Bataclan. Le groupe se produit devant 8 personnes seulement, dont 6 invitées par le manager du groupe. Ceci afin qu'il y ait plus de personnes parmi le public que de musiciens sur la scène. Ce concert est enregistré, il sera diffusé plus tard à la radio sur France Inter en 1979, lors de l'émission Feedback de Bernard Lenoir. Pour sa première tournée américaine durant l'été 1975, Supertramp visite 25 villes, dans des salles d'environ 2000 places. On peut dire que Supertramp n'est plus tout à fait un groupe inconnu, mais n'est pas encore une tête d'affiche. Le groupe en profite aussi pour enregistrer son nouvel album, Crisis What Crisis, à Los Angeles, en Californie. Comme c'est souvent le cas avec Supertramp, la pochette de ce disque est superbe. La crise, quelle crise! Elle illustre à merveille le titre de l'album qui trouve un écho très vif encore aujourd'hui. Ce disque, dépourvu de véritables singles, si ce n'est peut-être le titre Lady, n'obtient pas un grand succès. Il reste pourtant mon album préféré de Supertramp. Avec ses sifflotements d'ouverture, Crisis What Crisis offre à chaque écoute un voyage musical somptueux. Je ne peux que vous inviter à redécouvrir ce magnifique album un peu oublié de Supertramp. Durant l'été 1976, Supertramp s'embarque pour ce qui est sa première véritable tournée mondiale. Fin 1976, début 1977, le groupe s'installe au studio Caribou dans les montagnes du Colorado aux États-Unis pour enregistrer son 5e album, Even in the Quietest Moments. Pour le visuel de ce nouveau disque, un piano est laissé dehors durant toute une nuit, puis photographié le lendemain couvert de neige devant un magnifique décor naturel montagneux. Cette très belle photo, sans aucun montage, est prise à l'Eldorado Mountain Resort, une station de ski proche des Caribou Ranch Studios où le groupe enregistre. Comme l'album précédent, ce nouveau disque, sorti au mois d'avril 1977, reçoit un bon accueil mais ne parvient toujours pas à faire franchir un nouveau cap de popularité au groupe. Toutefois, le succès de la chanson Give a Little Bit incite A&M Records à remettre une pièce dans la machine Supertramp. Le disque suivant est donc celui de la dernière chance pour le groupe qui semble effleurer le succès à chaque nouvelle sortie d'album sans jamais vraiment l'embrasser pleinement. Il est enregistré au studio Village Recorder à Los Angeles durant la deuxième moitié de l'année 1978. L'album, intitulé Breakfast in America, paraît le 29 mars 1979 et c'est un raz-de-marée immédiat. Signe de cette réussite, le 31 mai, c'est au mythique Madison Square Garden à New York que Supertramp se produit en tête d'affiche. Vendu à près de 20 millions d'exemplaires, Breakfast in America permet à Supertramp de se placer à la 90e place parmi les 100 albums les plus vendus au monde. Rien qu'en France, il s'en vend près de 3 millions, ce qui en fait le 4e disque le plus vendu dans le pays. Il existe une théorie conspirationniste au sujet du visuel de cet album qui annoncerait les attentats du 11 septembre 2001 contre les 2 tours du World Trade Center à New York. Je ne développe pas davantage cette théorie fumeuse, déjà trop largement diffusée sur Internet. Au mois de novembre 1979, Supertramp se produit à nouveau en France pour 2 concerts au Pavillon de Paris.
Cette fois, ce sont 8000 personnes qui acclament le groupe à chacun de ces 2 concerts parisiens. Supertramp en tire d'ailleurs son premier disque enregistré en public, le 29 novembre, sobrement intitulé Paris. Cet album live sort le 1er septembre 1980. Il aura fallu 10 ans à Supertramp pour enfin accéder au statut de superstar. Après un parcours régulier mais laborieux durant la décennie 70, le groupe aborde les années 80 en tête d'affiche incontestable. L'album suivant, Famous Last Words, qui paraît au mois d'octobre 1982, profite de cet engouement. La tournée mondiale qui l'accompagne reste la plus triomphale du groupe à ce jour. Pourtant, ce disque est aussi celui de la rupture entre Rick Davies et Roger Hodgson. Les 2 hommes s'entendent toujours humainement, mais ne sont plus compatibles artistiquement. Aussi, après cette longue tournée, Roger Hodgson quitte le groupe en 1983. De façon très surprenante, il cède gratuitement ses parts sur le nom du groupe à Rick Davies. Décision très généreuse qu'il regrettera par la suite. Tandis que Roger Hodgson débute sa carrière solo dans un certain anonymat avec un premier album en 1984, Supertramp poursuit sa route avec Rick Davies pour seul mettre à bord. Le groupe fait paraître 2 albums supplémentaires, Brother Where You Bound en 1985, puis Free as a Bird en 1987. Le succès de ces disques reste modéré, mais le groupe continue de remplir les salles de concert lors de ses tournées. Durant cette période, il se produit par exemple dans un stade à Sao Paulo au Brésil devant 125 000 personnes. En France, Supertramp remplit la salle de Paris-Bercy à 2 reprises. Le groupe en profite pour produire son 2e album enregistré en public en 1988. Après cette tournée et au bout de 20 ans sur les routes, Rick Davies, épuisé physiquement et en panne d'inspiration, décide de mettre un terme à l'histoire de son groupe. C'est la fin de Supertramp. Bien sûr, quelques reformations se produisent par la suite, avec même des nouveaux albums, mais toujours sans Roger Hodgson, qui poursuit sa carrière solo. Décibels Histoire. La série Musique et Histoire Histoire et musique. de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. L'univers musical développé avec virtuosité par Supertramp tout au long de sa carrière lui est bien propre. Aucun autre groupe ne sonne comme Supertramp. On peut éventuellement le situer quelque part entre la pop rock sophistiquée d'Elton John et le rock progressif mélodique de Pink Floyd. Très largement sous-estimé et même méprisé, Supertramp mérite d'être réhabilité. Il survole artistiquement la décennie 70, même le raz de marée punk de la fin des années 70 ne réussit pas à déstabiliser le groupe très largement au-dessus du lot. Supertramp se permet des tournées triomphales durant toute cette période, alors que la presse en général les a toujours boudés, voire raillés. De nombreuses critiques et articles de presse en attestent. Joli pied de nez et belle revanche pour ce groupe hors des modes qui a su trouver son public sans jamais brider sa créativité. Depuis sa formation en 1969 jusqu'au succès de l'album Breakfast in America en 1979, il faut 10 ans à Supertramp pour s'imposer. Un tel parcours paraît totalement inenvisageable dans le paysage musical actuel. Aujourd'hui, l'immédiateté du succès s'impose aux artistes, sans quoi ils disparaissent des playlists et recommandations sur les plateformes d'écoute. Ce système, seulement basé sur les quelques titres les plus écoutés, uniformise l'offre musicale globale. Il ne laisse que peu de place à la progression ou l'évolution artistique des musiciens. Combien des Supertramp du futur sont ainsi ignorés et directement jetés à la poubelle, sans avoir eu le temps et la chance de trouver la bonne formule. Cette progression est pourtant palpable et fondamentale dans la discographie de Supertramp, que je vous encourage à redécouvrir ou découvrir en prenant votre temps. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. C'est comme ça que tu l'avais imaginé? Non, c'est pas top, c'est pas top. Ça c'est moche ça. Ça c'est très très moche. Décibels, Histoire. la série Musique et Histoire Histoire et musique. de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.